Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Alors, je suis ici présentement à Shanghai, François étant à Pékin. On aura deux autres intervenants qui seront en ligne, un de France et un basé encore à Pékin. Euh, de manière générale, aujourd'hui, je pense qu'on a à peu près un peu plus de 70 inscrits. Alors, la grande majorité d'entre vous est en ligne. Si jamais dans les échanges ou dans les présentations, le son n'était pas clair ou qu'il y avait un problème de connexion, n'hésitez pas à le signaler sur le chat, hein, on le voit en direct à l'écran. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alban Renaud. Je suis avocat, je suis le coordinateur du Club Agro. Je suis très spécialisé dans le secteur agriculture et agroalimentaire. Aujourd'hui, on a décidé avec François, donc notre conseiller agricole à l'ambassade à Pékin, de faire une présentation en fait sur le secteur laitier en Chine, en particulier tout ce qui est production, transformation et marché. On aura une intervention de Jean-Marc Chaumet, qui est agroéconomiste à l'Institut de l'élevage, et puis une présentation de Li Huipeng, qui est le CEO de Gérard, du groupe Savencia. Et enfin, je laisserai la parole à François et à Joe Cadillon, qui sont effectivement notre conseiller agricole et son adjoint. Voilà, François, est-ce que tu veux dire quelque chose en introduction ou pas? Bien, bonjour à tous et Xinyan Kuai-le, bonne année, puisque ça reste presque d'actualité. Et hormis ça, peut-être passer la parole au nouveau conseiller agricole à l'ambassade de France à Pékin, chargé justement de l'accompagnement des entreprises, Jo Cadillon, pour qu'il se présente brièvement. Voilà. Oui, pardon. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. J'avais des problèmes pour unmuter. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Jo Cadillon et donc j'ai rejoint l'ambassade de France à Pékin en novembre dernier en tant que conseiller agricole, plutôt en charge de la coopération et de l'appui et du développement des IA. Donc, je serais ravi de travailler avec tous sur vos projets de développement en Chine. Merci. Merci, Joe. Écoute, François, si tu es d'accord, je propose qu'on commence par la présentation de Jean-Marc. Jean-Marc, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, c'est parfait. Très bien, parfait. Bonjour à toutes et à tous et merci de me donner l'opportunité de faire cette présentation aujourd'hui devant vous. Donc, comme ça a été dit, je m'appelle Jean-Marc Chaumet, je travaille à l'Institut de l'élevage et une partie de mon travail consiste à suivre justement le secteur du lait et des produits laitiers en Chine. Donc, je vais essayer d'abord attendez, de partager mon écran. Hop, si ça marche. Est-ce que vous voyez bien Oui, on la voit bien la présentation présentation. Je pense que ça m'a l'air en d'être. plein écran? C'est en plein écran, par contre, on voit le mode présentateur. Ah, c'est ça qu'il fallait que je résolve, que je n'avais pas hier. Hop. Est-ce que c'est mieux? Voilà, là, c'est parfait. Parfait. Très bien. Parfait. Excusez-moi pour ce petit problème. Donc, voilà. Donc, le but de mon intervention, c'est de vous faire de vous donner une idée des différentes évolutions du secteur laitier en Chine, on va dire depuis 2019-2020, puisque l'on va voir que ce secteur a subi un certain nombre de ruptures de tendance qui peuvent notamment affecter le marché et les importations de produits laitiers. Donc tout d'abord, vous dire un peu quels sont, selon les autorités chinoises, les trois problèmes de la filière laitière en Chine. Hein. Quand on regarde les documents officiels des autorités chinoises, on voit que l'accent est mis sur trois problèmes bien définis. Le premier, c'est que eh bien, la Chine est relativement dépendante aux importations en termes de produits laitiers, puisque
Alors, selon les calculs qui varient en fonction des experts, mais le taux d'approvisionnement en lait serait inférieur à 70%, c'est-à-dire que le taux d'importation serait de 30 à 35%. Donc 30 à 35%, je dirais, du lait qui est consommé en Chine viendrait des importations. Et ça, cela, bien sûr, c'est un problème pour les autorités chinoises. C'est dû à une augmentation continue de la consommation et à une faible rentabilité de l'élevage laitier, mais on va voir que ce dernier point a été modifié récemment. Le deuxième problème, selon les autorités chinoises, c'est la forte dépendance de l'étranger, mais pour cette fois-ci produire du lait, c'est-à-dire pour la production laitière, puisque la Chine importe notamment des embryons, elle importe des semences, elle importe des génisses, on va y revenir tout à l'heure, elle importe du foin, puisque la Chine est le deuxième importateur mondial de foin derrière le Japon, elle importe aussi du matériel, et donc cette dépendance aussi pose un problème. Et enfin, le dernier, dans les documents chinois, c'est que la consommation de lait est relativement faible. Elle est à un tiers de la moyenne mondiale et elle est à peu près 10% de la consommation moyenne par habitant de la France. Et elle est centrée surtout sur les laits liquides et les yaourts et peu vers d'autres produits. Et donc ça, on va voir aussi qu'il y a toute une action des autorités chinoises pour changer cela. Donc tout d'abord, je vais présenter la rupture de tendance dans le secteur laitier chinois que l'on a connu en 2019 et 2020. Puisque, en fait, depuis le scandale de la mélamine en 2008, la production laitière chinoise était relativement stable. Et le prix du lait en Chine aussi, depuis quelques années, était aussi relativement stable. Vous le savez tous, le scandale de la mélamine a fortement affecté le secteur laitier chinois, a stoppé net l'augmentation de la production laitière en Chine, alors que la consommation continue à augmenter. Et donc, forcément, cette consommation a été comblée par des importations. Et donc, depuis 2008, on avait une production relativement stable et un prix du lait qui avait un peu évolué, mais qui depuis quelques années aussi était relativement stable. Or, on s'est rendu compte qu'à partir du deuxième semestre 2018, là vous avez le prix du lait aux producteurs en Chine, le prix du lait a commencé à fortement augmenter et a continué à fortement augmenter en 2020. Il a dépassé le seuil des 4 renminbi par kilo, c'est-à-dire près de 60 centimes par kilo en 2019. Il a franchi la barre des 4,3 en début d'année 2021. Et c'est une hausse qui est en fait seulement en partie due au coût de production. On va y revenir après. On a un prix donc un prix du lait qui est très peu compétitif. Le prix du lait chinois en rouge sur ce graphique, comparé au prix français en bleu, vous pouvez voir la différence d'écart qui s'est encore accrue bien sûr fin 2020. Bon, j'ai pris le lait français puisque nous sommes, on va dire, dans une enceinte avec des industriels français. On aurait pu prendre le prix néo-zélandais, auquel cas l'écart serait encore beaucoup plus important. Mais tout ça pour montrer que depuis notamment 2012-2013, le prix du lait en Chine est relativement peu compétitif par rapport au prix des principaux exportateurs sur le marché mondial, et notamment la France. Alors, ce prix du lait élevé, il est dû à un prix de l'alimentation animale qui est relativement élevé. On avait des prix minimums sur le maïs, on avait aussi des importations qui, parfois, de soja sont à des coûts relativement élevés. Au coût du foncier, le coût du transfert du foncier augmente aussi d'année en année. Au coût de la main-d'œuvre, bien sûr, le prix de la main-d'œuvre, même s'il est moins élevé que dans de nombreux pays, notamment les pays exportateurs, mais ce coût de la main-d'œuvre et le coût d'opportunité, notamment de la main-d'œuvre, ne cesse d'augmenter. Et puis on va le voir aussi, notamment en 2019 et 2020, cette hausse du prix du lait a aussi été due à une hausse de la demande en lait local, et pas seulement à des coûts de production, mais aussi à une hausse de la demande. Je vais y revenir. Cette hausse du prix du lait en 2019 et 2020, ça a entraîné une deuxième rupture de tendance, qui est la nouvelle rentabilité des entreprises de production de lait. Vous pouvez voir sur ce graphique, alors je n'ai pas encore les données pour 2020, mais donc elles seront aussi très bonnes. Vous avez sur ce graphique les données des résultats des grandes entreprises de production laitière, Modern Dairy qui est bien sûr la plus grande, mais également d'autres que j'ai mis sur ce graphique. Et vous pouvez voir que entre 2016, 2017, 2018, la rentabilité était négative. Ces entreprises
perdait de l'argent. Et depuis 2019, et les premiers résultats de 2020 montrent aussi la même tendance, on a ces entreprises renouent avec des bénéfices. Les marges sont en hausse car le prix du lait notamment était en hausse et on a aussi un resserrement des liens entre la production et la transformation, c'est-à-dire entre les transformateurs et les élevages, mais je vais y revenir un petit peu après. Donc, première rupture de tendance, le prix du lait qui était relativement stable depuis 2015 se met à augmenter en 2019 et 2020. La conséquence de cette hausse du prix du lait, c'est que les éleveurs et notamment les entreprises d'élevage recommencent à gagner de l'argent, ce qui n'était pas le cas ces dernières années. Et en général, quand une entreprise commence à gagner de l'argent, eh bien, elle se met à produire plus. Et c'est ce qu'on a vu en 2019 et 2020, une hausse de la production. Vous pouvez voir que depuis 2008, la production, selon les données officielles chinoises, stagnait entre 30 et 32 millions de tonnes. Et puis en 2019, elle a atteint les 32, mais les a dépassés un petit peu. Et puis en 2020, elle a dépassé les 34 millions de tonnes. On a donc une hausse de 14% par rapport à 2008, c'est-à-dire que la production laitière chinoise a, encore une fois, rompu sa tendance à la stagnation et a commencé à progresser relativement fortement. Et les prévisions des analystes pour 2021 laissent encore prévoir une hausse encore de la production et peut-être encore une hausse jusqu'à peut-être 2025 ou plus. Donc, troisième rupture de tendance qui est due à la hausse des prix à la production, qui est due donc à la hausse des marges des entreprises de production. On a une hausse de la production laitière en Chine qui n'était pas arrivée, je dirais, depuis le scandale de la mélamine. Alors, est-ce que les conséquences du scandale de la mélamine sont derrière? Est-ce que le secteur laitier chinois en a fini avec ces conséquences qui ont obéré la production pendant une dizaine d'années? On pourrait le penser, bon, l'avenir nous le dira, l'avenir le confirmera. Alors, est-ce que cette rupture de tendance est due à la fièvre porcine africaine? C'était tout un débat qui a eu lieu. La fièvre porcine africaine a, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, tiré les prix du porc à la hausse, c'est la courbe verte, qui a elle-même, ces prix du porc ont eux-mêmes tiré les prix de la viande bovine et de la viande ovine à la hausse. Ce sont les courbes bleues et rouges. Et donc, est-ce que le renchérissement de la viande en Chine a orienté les consommateurs vers d'autres protéines animales et notamment les protéines laitières? Alors, les experts avec qui j'ai discuté sont relativement partagés sur ce sujet. Certains disent oui, certains disent en effet, le prix élevé de la viande pousse les consommateurs à aller vers d'autres protéines animales et notamment les protéines laitières. D'autres disent non parce que, comme je l'ai dit auparavant, la plupart des produits laitiers consommés en Chine, et vous êtes bien placé pour le savoir, ce sont du lait liquide et des yaourts et c'est pas la même chose que la viande. Donc non. Donc on ne sait pas trop. Autre argument, vous pouvez le voir sur ce graphique, les prix des viandes ont surtout augmenté au second semestre 2019, alors que le prix du lait, lui, a augmenté, je dirais, dès la fin 2018. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, il y a eu ces dernières années une amélioration des performances techniques et sanitaires de la production laitière chinoise. Et donc, cette amélioration des performances, on va dire, redonne confiance aux consommateurs chinois pour aller davantage vers des produits chinois que peut-être vers des produits importés, ce qui expliquerait peut-être une hausse de la demande chinoise dans les Chinois, donc une hausse de la production qui elle-même aurait tiré les prix. Donc voilà, on ne sait pas trop exactement pourquoi la production augmente et les prix augmentent. Il y a une demande en lait qui est supérieure, mais pourquoi cette demande en lait augmente? Est-ce que c'est dû à la fièvre porcine? Est-ce que c'est dû à une nouvelle confiance des consommateurs chinois dans la production dans le lait local? Voilà, tout ça, ce sont pour l'instant des hypothèses. Est-ce que, par exemple, aussi la Covid, est-ce que c'était un boom pour la consommation des produits laitiers? Ce qu'on sait, c'est que le mot immunité, sur Internet, les recherches avec le mot immunité ont explosé pendant le premier semestre de l'année dernière, et qu'en même temps, il y a des directives nutritionnelles pour la prévention et le traitement de la Covid, qui notamment recommandaient de consommer une variété de produits laitiers, en particulier du yaourt, pour une quantité équivalente à 300 grammes de lait liquide par jour, c'est-à-dire à peu près la moyenne mondiale.
Il y a eu aussi la semaine du lait. Là, je vous ai mis une affiche avec voilà, la semaine du lait qui est aussi recommandée de consommer 300 grammes de lait par jour. Alors, ces recommandations, je dirais, de consommer 300 grammes d'équivalent lait par jour ne sont pas nouvelles. Elles existent depuis longtemps dans les recommandations nutritionnelles chinoises, mais elles ont été remises à l'honneur avec, je dirais, avec la Covid, avec cette directive nutritionnelle pour la prévention et le traitement de la Covid. Donc, est-ce que ça aussi, ça a rajouté une couche sur la demande chinoise en produits laitiers? Ça peut le faire. Et puis bon, la croissance économique, forcément, a été moins affectée aussi par d'autres pays, que dans d'autres pays, pardon. Donc, on peut voir que depuis 2 ans, on a une demande dans les Chinois qui augmente avec des raisons bon, on a plusieurs hypothèses que je vous ai citées là. Et cette demande dans les Chinois tire les prix à la hausse, ce qui permet de redonner de l'espoir aux producteurs laitiers chinois qui, depuis quelques années, perdaient de l'argent. Autre aspect à détailler sur ce volet, je dirais, production laitière, c'est le plan de revitalisation laitière de la filière laitière lancé en juin 2008, qui lui aussi a sûrement un rôle à jouer dans cette hausse, je dirais, de la production. C'est un plan donc qui a été lancé il y a 1 an et demi, qui implique 9 ministères et commissions et qui surtout se décline au niveau local. Et donc 31 provinces ont publié des plans locaux avec, alors les chiffres que j'ai trouvés, c'était déjà 300 millions d'euros qui étaient dépensés par les autorités provinciales en 2019. Et ce plan vise à non seulement aider, je dirais, la production de lait, mais aussi la transformation de lait. Je vais vous donner juste un exemple que je ne vais pas détailler longtemps, mais c'est le plan du Rebeil. Qu'est-ce que le Rebeil va faire pour aider ces exploitations? Eh bien, il y a une aide à l'achat de vaches laitières, une aide à, je dirais, la reproduction des vaches, une aide à la création de fermes intelligentes, une aide à la modernisation des exploitations et une aide au développement des fourrages. Et ces aides peuvent aller, vous voyez, sur la création de fermes intelligentes jusqu'à 450 000 euros pour les fermes de plus de 1000 têtes. Ce sont des aides qui peuvent aller jusqu'à subventions très importantes pour les luzernes. Donc, on a une somme d'argent non négligeable qui sont mises dans ces plans d'aide à la production laitière sur à peu près tous les niveaux, que ce soit l'achat des vaches jusqu'à l'alimentation et jusqu'à l'itinéraire technique au sein des exploitations. Et donc, apparemment, ces plans ont également boosté la création d'entreprises laitières. Je vais revenir juste après. Et ces plans ne se déclinent pas seulement à l'amont, mais aussi à l'aval. Et vous pouvez voir que dans le Rebeil, on a une aide à l'augmentation des capacités de fabrication. Que ce soit pour du lait infantile, que ce soit pour du fromage, que ce soit pour du beurre, pour du lait pasteurisé ou pour d'autres produits comme le lait UHT ou le yaourt, il y a des subventions pour la création de nouvelles entités de fabrication de produits laitiers. On a aussi des aides à la construction de fermes laitières par les industriels, cette fois-ci. Et puis, dans certaines provinces, c'est pas dans toutes, on a aussi un mécanisme de régulation du marché, c'est-à-dire des subventions au séchage du lait en cas de surplus ponctuel, comme d'ailleurs ça a été le cas dans les mois de février, mars, avril en Chine, où beaucoup de lait a dû être séché puisque les ruptures de chaîne d'approvisionnement ne permettaient plus de distribuer les produits laitiers. Et donc ces plans, alors je vous en ai détaillé un ici, mais chaque province, 31 provinces en ont un. Ces plans ont contribué à une vague de construction d'exploitations laitières. Et surtout, ces exploitations laitières sont construites de plus en plus par des industriels laitiers, par Eli, par Mengniu, par d'autres entreprises comme celle-là. Pourquoi? Parce que les industriels laitiers veulent sécuriser l'approvisionnement en lait. Ils voient qu'il y a une forte demande en lait local qui arrive et ils ne veulent pas passer à côté de cette demande. Donc, ils veulent absolument sécuriser ces approvisionnements et donc construisent eux-mêmes des exploitations. En plus, c'est encouragé par le prix du lait élevé, j'en ai parlé, par les aides de la politique de revitalisation dont je viens de parler. Et d'après certains chiffres trouvés, cumulés, l'ensemble des projets annoncés en 2019 et 2020, ça représenterait environ 1,5 million de vaches laitières supplémentaires en production d'ici 2022 à 2023, si jamais
toutes ces exploitations entraient effectivement en production, puisqu'il y a un certain nombre d'inquiétudes que je vais détailler après. Quelques exemples, hein, je ne vais pas faire la liste, mais vous pouvez voir que les exploitations qui sont construites, ce sont des exploitations qui vont entre 10 000 têtes jusqu'à 100 000 têtes. En passant par 13 000, 50 000, 60 000. Donc une vague de construction d'exploitation laitière en ce moment, depuis 2019, 2020, ça continue encore. Voilà, vous avez pu voir ce type de photos dans la presse, hein, les cérémonies pour le premier, je dirais la première pierre dans de nombreuses parties de Chine. Et donc cette vague de construction de nouvelles exploitations va accélérer la restructuration de l'amont, où vous pouvez voir ici que bien, les exploitations de moins de 100 têtes ne cessent de diminuer, la part du cheptel, la part des animaux qui sont dans ces exploitations qui atteignait 90% avant la crise de la mélamine, ce n'est plus que 35% aujourd'hui. Et au contraire, les exploitations de plus de 1000 têtes, elles ne cessent de progresser et elles concentreraient à peu près un tiers du cheptel aujourd'hui, avec 65% du cheptel qui serait dans des exploitations de plus de 100 têtes. L'objectif des autorités chinoises serait de passer au moins à 70% du cheptel dans des exploitations de plus de 100 têtes en 2025. Donc on a une concentration du cheptel laitier en Chine dans ces grosses exploitations, et aussi des exploitations qui de plus en plus appartiennent à des industriels laitiers. On a ce qu'on appelle une intégration verticale, c'est-à-dire que les industriels laitiers sont également propriétaires des élevages, et donc on a une sorte de ligne droite entre les producteurs de lait et les transformateurs de lait. Et donc, de plus en plus, les transformateurs cherchent à sécuriser leur approvisionnement parce qu'ils pensent qu'en effet, la demande en lait chinois va augmenter. Alors, ces grosses exploitations, on peut se demander s'il n'y aurait quand même pas des risques pour 2021, et certains experts commencent à se demander si vraiment elles vont toutes entrer en production. Pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que les coûts alimentaires sont en hausse. Hein. Vous avez là un graphique sur les prix du maïs et le prix du tourteau de soja. Alors, si le prix du tourteau de soja augmente rapidement depuis la fin de l'année dernière, il est encore loin de ces records de 2013-2014. Par contre, le prix du maïs, lui, a déjà dépassé le record de 2013-2014 et ne cesse d'augmenter, d'où les fortes importations de maïs l'année dernière et sûrement encore cette année de la part de la Chine. Et donc, ces prix alimentaires en hausse et en plus le prix élevé des génisses, puisqu'on était l'année dernière, je n'ai plus de chiffres en tête, mais la Chine importe en fait 100 à 200 000 génisses par an pour justement abonder ses exploitations laitières nouvelles. Et notamment de Nouvelle-Zélande, d'Australie et d'Uruguay. Et l'année dernière, les prix des génisses laitières ont très fortement augmenté, ce qui pèse forcément sur la rentabilité de ces exploitations. Et entre les coûts alimentaires en hausse et ces génisses importées, beaucoup se demandent si finalement ces exploitations hors sol, c'est-à-dire qui ne produisent pas elles-mêmes leur alimentation, vont pouvoir être rentables, même avec des prix du lait élevés. Ma deuxième partie, rapidement, c'est quelles conséquences sur les importations. On a vu qu'il y a plus de lait produit en Chine. Plus de lait produit en Chine, est-ce que ça va avoir un effet sur les importations, et notamment sur les importations de produits français? Alors, si on regarde les prévisions, on va dire, faites par l'Académie d'agriculture de Chine, qui prévoit une hausse de la production relativement forte, c'est la courbe orange, entre 2019 et 2029, ce serait plus 34% en 10 ans. Malgré cette hausse de la production, eh bien, selon ces experts chinois, la consommation augmenterait encore plus vite. Elle augmenterait de 33% en 10 ans, c'est-à-dire de 16 millions de tonnes, alors que la production n'augmenterait que de 11 millions de tonnes, ce qui veut dire que les importations augmenteraient encore. Donc, selon ces experts chinois, même si la hausse de la production, qui est relativement forte et qui est montrée sur ce graphique, était réalisée, la consommation augmenterait encore plus vite et les importations augmenteraient encore. Bon, voilà, ce sont des experts chinois qui ont fait ces prévisions. Ce qu'on peut voir de manière beaucoup plus, je dirais, rapprochée et de manière beaucoup plus conjoncturelle, c'est que les importations l'année dernière, eh bien, elles ont été, on va dire, assez contrastées.
contrasté puisque vous pouvez voir sur ce graphique que les importations de poudre, que ce soit de poudre grasse, de poudre maigre ou de poudre de lait infantile en poudre, ont reculé l'année dernière. Bon, elles restent à des niveaux très élevés, hein, comme vous pouvez le constater, mais quand même, elles ont reculé. Alors que les importations de beurre, de fromage et de crème, elles, ont fortement augmenté. Bon, la poudre de lactosérum, c'est notamment suite à l'accord, l'augmentation que vous pouvez voir découle de l'accord signé avec les États-Unis, notamment, et la reconstitution du cheptel et du cheptel porcin. Et puis des importations de lait liquide qui ont été relativement fortes également, qui semblent aussi montrer qu'il y a une forte demande de lait directement en Chine. Donc, on a, vous pouvez le voir, donc des importations de produits secs qui sont en baisse et des importations de produits finis comme le beurre, le fromage ou la crème qui sont en hausse. Et ça, ben, ça fait le lien avec, je dirais, la politique chinoise qui cherche à organiser une transition entre le lait à boire vers le lait à manger, c'est-à-dire le lait à boire, c'est-à-dire le lait liquide et on va dire les yaourts hein, dans leur ensemble, vers plutôt du lait à manger, c'est-à-dire tout ce qui est beurre, crème, fromage et autres. Les nutritionnistes chinois et de nombreux experts chinois espèrent que cette transition va se faire, notamment pour diversifier justement la consommation de produits laitiers chinois, comme je vous ai dit au départ, qui est centrée aujourd'hui sur le lait liquide et sur les fromages, sur les yaourts, pardon. Et donc, on peut voir que on a les produits qui, je dirais, qui portent aujourd'hui vraiment les importations, c'est vraiment le beurre, la crème et les fromages. Alors, bah, ça tombe plutôt bien pour la France, puisque la France est bien placée sur la crème. Comme vous pouvez voir sur ce graphique, la France est en bleu. La France est le deuxième fournisseur de crème en Chine, derrière la Nouvelle-Zélande, avec des prix moyens qui sont comparables avec ceux donc, de la Nouvelle-Zélande. Pour le beurre, c'est également le cas. La France est le deuxième fournisseur, mais alors très très loin derrière la Nouvelle-Zélande. La France est toujours en bleu sur ce graphique, en bleu foncé, parce que en fait on a des prix unitaires qui sont quand même relativement élevés par rapport à ceux de la Nouvelle-Zélande. Je ne parlerai pas du fromage puisque mon prochain interlocuteur va détailler ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? On peut voir que la France perd des parts de marché sur le lactosérum. Vous pouvez voir sur ce graphique, la France est en bleu foncé encore. La France était le deuxième fournisseur de lactosérum de la Chine. Elle est maintenant le quatrième, puisque la Biélorussie, les Pays-Bas, la Pologne sont passés devant la France. Alors, le problème avec les statistiques douanières du lactosérum, c'est qu'on ne peut pas différencier le lactosérum destiné à l'alimentation animale et celui destiné à l'alimentation humaine, sachant qu'une grande partie du lactosérum américain est destiné à l'alimentation animale et que, je dirais, une grande partie du lactosérum français est destiné plutôt à l'alimentation humaine. Mais on peut voir que si la France a un peu baissé ses exportations de lactosérum vers la Chine, ce sont surtout la Biélorussie, les Pays-Bas et la Pologne qui ont augmenté, avec pour la Biélorussie ou la Pologne des coûts sans commune mesure avec le produit français. Alors la qualité peut aussi est également différente. C'est vrai que les produits français comme le lactosérum ou d'autres produits sont très appréciés. Les lactosérums français sont très appréciés pour leur qualité, la régularité de leur teneur, de leur qualité, et que les débouchés ne sont pas les mêmes entre le lactosérum biélorusse et le lactosérum français. Hein. C'est pas du tout les mêmes débouchés. On est plutôt sur des débouchés, je dirais, un peu haut de gamme, ce qui n'est pas forcément le cas avec le lactosérum biélorusse. Mais n'empêche que nos exportations n'augmentent pas alors que celles de nos concurrents augmentent. Et globalement, eh bien, si on regarde l'année dernière, eh bien, la France n'a pas forcément profité de la hausse de la demande chinoise pour les différents produits. Vous avez en rouge l'évolution des importations chinoises, toute provenance, et en bleu les évolutions des produits français. Et vous pouvez voir qu'à part pour le fromage, dont je ne vais pas parler, tous les autres produits, eh bien, nos exportations soit ont diminué plus que la moyenne, soit ont moins augmenté que la moyenne. C'est notamment pour le beurre et la crème. On a plus exporté de beurre et de crème, mais on est quand même en dessous de la moyenne, c'est-à-dire que nos concurrents ont plus exporté que nous. Voilà. Alors pourquoi? Ça c'est une grande question. Une des raisons qu'on peut donner déjà, c'est que on n'a pas plus de lait en France. La collecte laitière française stagne. Elle stagne depuis 2016.
les industriels laitiers français en France ne sont pas forcément à la recherche de beaucoup plus de lait. On est passé de quotas, je dirais, publics à des quotas privés. Donc la production est très encadrée en France par les transformateurs et il n'y a pas forcément besoin de plus de lait. Donc on a une production, je dirais, qui stagne. Plus aussi, on a tout un phénomène structurel je dirais, de baisse des exploitations laitières et même de baisse du cheptel maintenant, qui en plus accentue ce phénomène. Donc pas plus de lait, donc on ne peut pas forcément en exporter plus, même si la Chine est quand même notre premier marché dans les pays tiers. Je terminerai ma présentation par les poudres de lait infantile, parce que c'est un secteur qui est quand même à l'origine, je dirais, du scandale de la mélamine et qui a beaucoup tiré les importations. Et il faut savoir aussi qu'en valeur, entre 40 et 45% des importations chinoises de produits laitiers, en valeur, ce sont les poudres de lait infantile. Hein, c'est pas en volume, ce sont des produits à très forte valeur ajoutée. Et quand on inclut les poudres de lait infantile dans les importations de produits laitiers, on se rend compte que un peu moins de la moitié, ça dépend des années, entre 40 et 45% des importations chinoises, ben, ce sont des poudres de lait infantile, donc en valeur. Et on a remarqué donc que les poudres de lait infantile, les importations de poudres de lait infantile ont régressé l'année dernière, sachant que près des trois quarts des volumes importés par la Chine, ce sont des volumes qui proviennent de l'Union européenne. Hein. Vous avez la Nouvelle-Zélande en rouge, qui est le deuxième fournisseur, mais sinon, ce sont les Pays-Bas, l'Irlande, la France, l'Allemagne, le Danemark et d'autres après. Et la France tient sa position avec 10% des volumes. Mais est-ce que cette baisse des importations de poudre de lait infantile, est-ce que ça amorce une nouvelle rupture de tendance, c'est-à-dire une baisse sur le long terme des importations? On peut se poser la question, sachant que le nombre de naissances en Chine, vous savez bien, ne cesse de baisser depuis même après la fin de la politique de l'enfant unique. Hein. Il y a eu un rebond en 2016 des naissances. On a eu une baisse depuis. On n'a pas les chiffres définitifs pour 2020, mais c'est encore en baisse d'après les premières données, pour tout un tas de raisons, je veux dire, que vous connaissez mieux que moi. Et on est donc dans un marché peut-être en décroissance. Est-ce que le marché des poudres de lait infantile est un marché en décroissance? Selon un responsable du ministère de l'Agriculture chinois, en 2035, le marché sera réduit de 30%. Le marché des poudres de lait infantile sera réduit de 30%. Bon, c'est un chiffre, je ne sais pas sur quoi il repose, mais apparemment, même les autorités chinoises ont anticipé cette baisse du marché. Baisse du marché, pourquoi? Parce que forcément, on a une baisse des naissances, c'est à peu près évident, mais pourtant, les autorités chinoises poussent plutôt à l'utilisation de poudre de lait infantile versus allaitement naturel. Donc ça pourrait peut-être compenser une partie de la baisse. Ce qu'on voit aussi, c'est que le marché peut-être va se réduire, mais est-ce qu'il va se réduire plus pour les produits importés? C'est une autre question. D'après un certain nombre d'enquêtes de plusieurs instituts, les parts de marché des marques nationales, des marques chinoises seraient en hausse. Ces dernières années. Alors à quel niveau, on ne sait pas trop. Hein, ça dépend des instituts, mais tous les instituts montrent qu'en effet, il y a un regain de confiance vis-à-vis des poudres de lait infantile chinoises, donc une hausse des parts de marché qui bien sûr fait baisser les parts de marché des produits importés. On a en plus une surcapacité très importante des usines chinoises de poudre de lait infantile. Et donc, on a des rachats d'entreprises ces dernières années, notamment pour celles qui possèdent des licences de fabrication, et ce qui fait une concentration du secteur, ce qui, bien sûr, avantage les gros producteurs de lait infantile chinois qui peuvent mieux faire face à la concurrence des produits importés. On a des guerres des prix très importantes en fin d'année, notamment l'année dernière. Sachant que les villes de premier et deuxième rang sont, on va dire, relativement saturées en termes de poudre de lait infantile et notamment aussi en termes de poudre de lait infantile importée, peut-être que les villes de troisième et quatrième rang pourraient être un relais de croissance pour les marques étrangères, même si pour l'instant les canaux de distribution ne sont pas forcément les mêmes, et si pour l'instant les marques locales, les marques nationales, je dirais, on la mainmise sur ces villes de troisième et quatrième rang. Il y a peut-être une carte à jouer. Et la dernière chose à dire, c'est que c'est surtout le segment haut de gamme qui progresse. En valeur, on a des ventes de produits haut de gamme qui ne cessent de progresser, alors que les
vente de produits de moyenne gamme et de bas de gamme ne cesse de régresser. Donc là aussi, peut-être qu'il y a une carte à jouer pour les produits importés qui sont déjà sur un segment haut de gamme, à peut-être jouer cette carte du segment, encore plus peut-être du segment haut de gamme vis-à-vis des autres produits. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Juste pour vous dire que ceux qui sont intéressés par suivre l'actualité des productions animales, que ce soit le lait, le porc, la volaille, la viande bovine, ou l'alimentation animale, les instituts techniques français comme l'Institut de l'élevage, mais également l'Institut du porc ou l'Institut l'ITAVI, l'Institut de la volaille, publie une lettre de veille et d'analyse sur les productions animales en Chine régulièrement. Vous pouvez aller voir et puis voilà, vous abonner si vous êtes intéressé. J'en ai terminé. Merci à vous. Merci Jean-Marc pour cette présentation extrêmement complète et très intéressante. On va maintenant passer la parole à Monsieur Lin pour sa présentation. Et si vous avez des questions, je vous propose d'attendre la fin des présentations pour les poser et puis nous y répondrons à ce moment-là. Jean-Marc, il faut couper le partage d'écran pour qu'on puisse revenir sur le menu principal. Merci. Et la présentation, il est dedans, non? Oui. Bon. D'abord, merci, M. Blanc, de m'inviter pour cette intervention. Avant de commencer, je me permets de me présenter quelques mots. J'ai fini mes études à l'université en Chine. Après, je suis parti en Thaïlande pour faire un master en agro. Et ensuite, j'ai fait un troisième cycle et un doctorat à l'université de Montpellier. Et je rejoins le groupe Savencia en 1994. Donc, ça fait presque 27 ans dans le groupe. Et en 1997, j'étais envoyé en Chine pour créer la société Milcana. Donc, bon, j'ai vraiment l'opportunité pendant ces 20 dernières années de suivre un peu toute l'évolution de l'économie de la Chine et également aussi de voir toute l'évolution du secteur de marché laitier. Cette présentation est rédigée en anglais, donc si ça ne vous dérange pas, je me présente en anglais, ça peut peut-être c'est plus vite comme ça. Voilà. Je suis content que quand je vois Jean-Marc, la présentation, c'est un peu différent de moi. Hein, donc, c'est lui, il a porté de vue un peu des côtés en France et surtout l'importation, tout ça. Moi, c'est apporter plutôt une vision sur en tant qu'entreprise laitière en Chine, hein, de comment voir les marchés laitiers en Chine. So, firstly, I would like to say that the dairy industry in China is very short. It's only 30 years actually compared to all the European and the French dairy industry. But this is really a golden 30 years. And we can see that today is becoming the most attractive business in China. And today is classified as the top 3 in the world for the dairy industry. And one of the key questions we ask, why the China dairy industry can develop so strongly? I think the most fundamental is that the whole Chinese, I believe that the milk is the most complete and balanced nutrition. And it's the natural and healthy. So when you ask that why you buy, I think 35% ask that because of nutrition. And another 30% will say that because I like the dairy taste. And because milk is the protein, calcium, that's John a lot that John Marx talking about the protein of pig, now whether it's replaced by milk or not. So it's here that we're talking a lot that Chinese parents always believe when you drink more milk, you can becoming taller and stronger. It's also a kind of image of Western lifestyle. And I remember when I was in the last year university, the first time we watched the black and white television, and then we showed the Olympic in '84. And one of the famous slogans say, you have to 1 glass of milk, and you can be stronger, and you can save the nation.
because they say that American, how they can jump so tall and they can run so fast because they drink milk. So I think this is one of the key reasons. So let's push all the Chinese like so much of dairy product. So it's a good, very strong point. And when you look at the past 30 years of dairy industry, we can say it's going through the 4 phases. In the first phase, before 2000, it's a local milk industry. That the milk is with the bottle delivered before your home. Every morning you get up, you drink. And it's in each city, there's the city dairy provide all you need. So it's a local business. And what you have is the powder ice cream. And then I think the most biggest breakthroughs, UHT milk is coming on 2000. There we can really go into the ambient milk distribution, that the milk it can go to everywhere in China. And that's why the national leader like ED and Menu is coming up. Est-ce que tu peux partager full l'écran? Comme ça, c'est pour moi plus facile pour le voir. Yeah, so there's a glorious faster development between from 2003, but they focus a lot in the quantity, but not in the quality. That's why in 2008 you have the painful melamine accident, and in outlet a lot of new regulation is coming up. And particularly that the modern farming is coming to replace the family-owned farm. And a lot of milk powder importation as well. And the product is getting more diversified. And here we find that a lot of flavored milk and yogurt, the beverage coming up. In the past 5 years, we can see it's a premiumization of the product, and it's a cold chain. So you have ultra fresh milk and ambient yogurt, and the premium yogurt is all coming. And lastly, that the infant milk powder domestic is also coming up. That is why I explained this year, 2020, you can see that there's really a jump of the domestic infant milk powder. And all this, I think so I can see that it's because we changed from a planned economy to a market-oriented economy. So if you look at what's the size of today the dairy market, today you can see that the faster developments between 2005 to 2014, the CAGR is around 14%. The past 5 years, only 5%. So in 2019, we can see that totally you have 27 million tons of dairy output. It's equivalent to about 420 billion RMB. It's roughly 54 billion euro or the turnover. This is the market size. And what's the product inside? When you look at 56% is liquid milk. Another 32% is yogurt. So you can say that almost 90% of milk dairy product consumption is for drink. So it's really a drinking product. And this is matched completely where the Chinese like always drink water. Every day when you the parents ask you drink more water. When you see a doctor, drink more water. So milk is more like a healthy drinking for the Chinese. You can see the solid is less than 10%. If we look at the top 5 dairy company, the top 3 is almost ED, Menu, and Bright. From 2011 to 2019, almost no change. But you can see DD Menu, they have jumped almost multiplied by 3 times or the turnover from 5 billion to today. ED is coming almost 12 billion euro turnover. Menu also almost in terms of turnover. Bright is double. So they totally, we can see today, the dairy market is occupied by 3 group dairy company. ED Menu, this is a huge one, dominate the market, 45% of market share. ED this year will pass 100 billion turnover. And then followed by the regional
company. Regional company mainly is Bright, Jinribao, New Hope, and Beijing Sanyuan. It represent about 15-20% of market share. And another, all the rest is occupied around 15-40%. Totally in China, you have around 550, 600 company. 80% are making money. But the trend is that you can see that there's a future concentration is developed more and more. And also a big gap is between the top and all the others. And when you look at the dairy industry, you should also see a very special phenomenon in China is that the dairy industry are strongly supported by the financial market. There are around 24 listed dairy companies. The total value is equivalent to 100 billion euro. And in 2020, it's a particularly strong development. So today you can see ED. ED, one company today is worth than 300 billion yen. It's a huge. So 10 years ago, if you invest 1 million, today it's 10 million, like ED. So it's one of the most attractive. That's why they say that I'm saying that the dairy industry is so attractive. And for this year, you can also particularly see the Frihe and the Milk Ground, these two companies. Frihe is specialized in infant milk powder. The stock value has jumped by 200%. A Milk Ground, this year, the stock value has multiplied by 4. And in this company, it's just 10 years ago, it's a very, very small regional company because today they are fully converted to focus on cheese business. So this is to show that the dairy industry, dairy business is strongly appreciated and supported by the stock market. In ED and Mengniu today, ED is today's top 5 in worldwide. Mengniu is number 8. And the ambition of ED will be top 3 before 2025. And these two occupy 45. Of course, the major products, UHT and yogurt product. As that Jean-Marc was saying, that today they spend a lot of money into expand in upstream and downstream. And also they implement a lot of digital work. So if we can summarize what's the future trend for the dairy industry, I think first we can say is that e-economy and the digitalization. We can see that this year particularly, the e-commerce sales has jumped from around 60 to 150% of sales. And in representing the total sale probably between 20 to 30%. So it's a very fast development in the e-commerce and digitalization. And the second one is with the increase of lifestyle labor. So there's a strong premiumization of the product, ultra fresh product, high protein, organic, and delicious mix. And Chinese also like always functional dairy. And it also a lot of new niche branding is coming up. And of course, today that the whole dairy industry are improving the quality, traceability is one of the key concerns. You can buy one cow and to see what's the final product going on. They consolidate downstream and the upstream. And you can also see ED and Mengniu and all other dairy start to acquire all the milk resource overseas. So this is the part of the dairy market. Let's have a few words about the cheese market. It's quite recent. Before to present cheese market, I would like to show you that how the Chinese dairy consumption evolved. We can see firstly, let's start with the powder and the milk and dairy delivery. And then you have the dairy beverage, ice cream. And then you come UHT and yogurt, yogurt drink. And later on is the premiumization of milk and infant milk powder, premium yogurt, ambient yogurt.
And slowly, you have processed cheese, and maybe in the future, it's natural cheese. And all this is because could be developed from the regional distribution to the national distribution because of trade has been evolved to a modern trade and a dry distribution to a cold distribution. And of course, during this process, a lot of new regulation for China because it's a new industry, a lot of new regulation coming up, and also it's an advertising evolution. So cheese for all the dairy industry, they consider it's a golden field at the level. It's future expansion, but they don't know how to do it. If we look at the past 10 years, import or cheese import, it's almost multiplied by 4. In 2020, it's around 130,000 tons, equivalent to $600 million in 2020. Of course, the majority, half, is coming from New Zealand. In Australia, normally it's before the EU, but last year, exceptionally, EU is more than Australia, and USA is very small. As John Max was also mentioning that the import cream also is a jump strongly, 21% last year. But all the fat, milk fat also is around 120,000 tons, it's also a strong jump, 36%. Only the infant milk powder is dropped. So if we ask what the cheese is going in the market, almost the biggest segment is go to the pizza. It's the mozzarella, cream cheese, go to cheesecake, and cheese tea. All these are huge market in China. And of course, the SOS slice go to the QSR fast food store. So food service, B2B, represent about 75%, and the retail 25%. So totally in 2020, we can estimate around 250,000 tons, and it's about 1 billion euro or turnover, and it's 17%. So the past 10 years, constantly it's between 15-20% of growth. And the local production is mainly in the processed cheese, about 80,000 tons. Today, the key player in the dairy is mainly Milkana #1, and it's followed aggressively by the Milkground. As what I just mentioning, there's a very high stock value this year, and followed by Anchor, President, and Vashkiri. These two are mainly, luckily they start also a local production, and followed by the local Chinese dairy. Still, today they are very quiet, prepared. They are still strongly in. So we can say that the cheese time is coming, but the real competition is not yet really started. And this year, it's also that there's a new standard of processed cheese, a natural cheese standard will be published, and it's that it will be a new update. So just if you were to say what's the opportunity for us, I think firstly, I'd like to share with you is to say that to compete with the Chinese local company in manufacture local operation is very tough. Before 2020, we can see so many international companies like Nestle, Unilever, Kraft, Parmalat, Friesland, and they are very much present. But more or less today, they all quit or, yeah. And I think here, there's a big difference between the local dairy company, they know how the consumer inside, and they have strong media push. And they're so fast to making a decision and execute. So aggressive and a strong national network. We are strong European company in the tier first, second, cheesy. They are strong in the third, fourth, fifth, and have a really simple and short organization, low operation cost. And most of their important talent are always motivated by the stock incentive. And of course, you also do say that there is a strong favor for the local dairy company development. And it's continue new regulation, new rule in the foreign company to assess the local resource. Also, it's more difficult. But today, we should also recognize that
local Chinese dairy company are very different 20 years ago. They are so strongly support and they have so strong power investment. We probably take 2 years to decide. They only take 2 months to decide. COVID is give us an opportunity. As Jean-Marc was mentioning, I think today the consumers believe that we need to improve our immunity. We want to have superfood, high protein for the body. We dinner less outside, but we order a lot and we cook more at home to easy stock. So this is why in 2020 we see a big jump in the dairy product and impressive growth in the cheese. It's same over the next 10 years. That's what we believe. But if you look at the dairy, I think as Jean-Marc was just mentioning, today, if you look at from 2000 to 2020, the whole China is only around 6 million to 7 million head of cow. The output, as what you see, that is only 34 million tons. So the dairy intake is only 1/3 of worldwide recommended label. But in the Xi Jinping's next 5 years plan, they would like to triple the dairy consumption. So definitely the milk is one of the rare resource in China. That's why also a lot of big dairy they are acquired overseas. And as Jean-Marc just shared with you that you see that today is a modern farming replacing the family-owned cow. So in the quality are improving, want to close to European, and the land is more expensive. The labor, all the feed are much more expensive, and we import a lot of feed for intensive farming. So this is why we see a very strong jump up in 2020 the milk price between 50 to 60 cents euro. So it's almost 30% of higher than all the rest of the world. So in this situation, I believe will never be changed as like a pork market will be going up and will stay very high. So this is, I believe, is an opportunity because in the whole Europe we have abundant milk resource, really well organized dairy industry system, 100 years know-how, a rich variety. We have strong image of safety, premium quality. 70% today, the import infant milk is coming from Europe. We have the authentic, origin, organic, and high image and linked to Western cuisine. And now we see more and more online demand in a drop of duty. So I believe that the free trade agreement with European dairy goods should be one of strong direction for us to push. In just give you an example on New Zealand, that here is the most favored nation, the duty. And from 2021, you can see how the New Zealand can benefit all the much lower or import duty. In from 2024 January, everything with zero duty. So already they are so close to China, and if they have this advantage, so definitely they have a strong position to play. So I believe that for Europe, it's something that we really can push on. Okay, thank you. Merci Monsieur Lin pour cette présentation également très intéressante et très complémentaire de celle de Jean-Marc Chaumet. Avant qu'on passe aux questions, François, est-ce que tu veux nous faire un point sur l'actualité des relations franco-chinoises? Peut-être peut-on passer déjà aux questions et je ferai le point ensuite, puisque c'est quand même un sujet passablement différent. Très bien. Alors, Alex, tu as mis, c'était une question qu'on avait eue en ligne auparavant, c'est ça que tu as mis dans le système. Donc, je crois qu'on a eu une première question qui était la consommation des produits laitiers en Chine. S'est-elle stabilisée malgré le Covid et quels produits sont les plus consommés sur le marché chinois? Je ne sais pas qui veut répondre à la question. Un de vous trois ou de vous deux, en tout cas. Monsieur Lin ou Quel est le produit le plus consommé en Chine? Oui, produit laitier le plus consommé. Alors, consommation de produits.
Comme on le voit, 90% c'est à boire. Hein, c'est donc les UHT, les Yahoo, c'est les plus consommés. Hein, c'est aujourd'hui, c'est et surtout en Chine, il y a une habitude, c'est les gift packs. Hein, tout le monde, on avait un gros pack de UHT pour voir les personnes qui sont malades ou pour voir les personnes âgées ou pour voir les parents, c'est toujours les gift packs. Donc ça, je pense que c'est le plus facile. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une grande tendance à montrer que le petit déjeuner est de plus en plus européanisé. Hein. On pourra le lait remplacer baozi ou remplacer les porridge. Ça, c'est les plus grands en partie. Et les yaourts, c'est les snackings. Tous les jours quotidiens, les enfants, partout, courir partout, les snackings reviennent à l'école, c'est yaourt à boire, je pense que ça, c'est les majoritaires. Hein, Je prends juste la parole 2 petites minutes pour les personnes en ligne. Si vous avez des difficultés à poser vos questions sur le chat, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail ou sur WeChat, comme ça vient d'être fait à l'instant. Et on les posera ensuite sur le chat en direct. Voilà, merci. Bon. Merci, Monsieur Lin, en tout cas pour la réponse. Est-ce qu'à Shanghai, vous avez des questions? Des gens qui sont présents ici? Bonjour, je m'appelle David Petin du groupe Deli France. Nous, on produit pas mal de produits croissants, viennoiseries, etc. Et on voit une augmentation du prix des matières premières, principalement d'origine de Nouvelle-Zélande. Est-ce que ça a impacté aussi le beurre en particulier au niveau import de France et d'Europe? Est-ce qu'on voit des tendances d'augmentation des prix de l'Europe? Peut-être il y a certaines personnes dans la salle qui est mieux que moi. Dans l'ensemble, hein, cette année, c'est très compliqué parce que tous les produits importés, il y a une complication de procédure. Hein, et un surcoût et les containers aussi, c'est très difficile, c'est voire multiplié par 4, par 5. Et les délais aussi est beaucoup plus long. Et localement, il y a une panique parce qu'il y a shortage et il y a beaucoup d'entrepôts a été renfermés. Donc, on voit énormément d'augmentation. On ne voit pas la baisse, on voit plutôt l'augmentation très forte. Très bien. Je ne sais pas s'il y a à Pékin, François, il y a des gens qui ont des questions de leur côté? Dans les fromages, en fait, est-ce qu'il y a un appétit ou une appétence du consommateur chinois pour les fromages importés européens, pas seulement la mozzarella en barre ou le cream cheese, mais des fromages traditionnels? Honnêtement, aujourd'hui, le fromage traditionnel, c'est seulement pour le overseas Chinese ou soit les expats. Hein, c'est marché uniquement présent sur ça. Mais de plus en plus, on voit des associations de mettre le fromage dans les préparations alimentaires. Hein, ça, c'est bon. Et les plus basiques, c'est avec le mozzarella, cream cheese, cheddar, ça a commencé par ça. Et c'est bon, dans la cuisine, aujourd'hui, on voit de plus en plus sophistiqué. Et dans le channel de papa, bakery et pâtisserie, on voit beaucoup plus. Mais 2020, dans l'hôtel, c'est mort. Donc, c'est parti, c'est difficile. Voilà. Donc, ça reste traditionnel, fromage, ça reste très, très difficile pour consommer directement. En fait, moi, j'avais une question. Monsieur Lin, comme Jean-Marc, ont souligné la montée en gamme, notamment, et la meilleure sécurité sanitaire, la meilleure qualité sanitaire, plus exactement, de la production chinoise, notamment à la fois par les grandes fermes et par les grandes entreprises de transformation. Durant 2020, il y a eu également tout un ensemble d'interrogations, pour ne pas dire de mise en cause, des produits importés en termes de qualité sanitaire également, et notamment liés au risque invoqué de transmission du Covid. Est-ce que le premium qualité dont bénéficiaient les produits importés dans les dernières années vis-à-vis des produits chinois, est-ce qu'on est en train ou est-ce qu'on est en passe de voir justement dans l'esprit des consommateurs chinois la perte
de ce premium qualité sur les produits importés? Je pense que dans l'ensemble, tous les produits importés, il y a une meilleure image que les produits locaux. Mais il faut aussi reconnaître, 5 dernières années, tout l'ensemble de l'industrie, sur tous les métiers, les Chinois, la qualité chinoise a amélioré. Hein. Donc, ça. Et depuis 2008, les ménamines, il y a un grand effort d'amélioration de l'élevage, de qualité d'élevage. Donc, et surtout, vient de lait infantile. Parce que lait infantile, c'est un business le plus profitable. Et c'est la réglementation la plus stricte. Et c'est pour ça que ça a forcé à tout le monde de s'améliorer la qualité pour gagner la confiance des consommateurs. Mais je pense ça, l'industrie laitière chinois, c'est surtout un généraliste. Hein. Mais l'Europe a toujours un prestige, une image prestige pour tous les consommateurs chinois. Toujours, ils pensent que c'est meilleur. Hein. Je pense que ça, ça reste toujours l'actualité pour moi. D'accord. On a eu une question en ligne supplémentaire qui est à quelle perspective de temps voyez-vous la Chine fabriquer les fromages de type emmental? Fabriquer fromage, quoi? De type emmental. Alors, peut-être dans mon slide, si vous regardez bien, utiliser le lait local pour fabriquer le fromage, ça va être extrêmement cher. Hein? Donc, sur les plans économiques, de fabriquer des produits fromagers très généraux. Premièrement, pour l'instant, il n'y a pas de gros marché. Hein? Et fromage est toujours, c'est un shelf life relativement court. Hein? Donc, c'est pas comme les UHT ou ces produits que vous pouvez stocker ou poudre stocker un an. Et aussi cher et peu shelf life. Et surtout, en face, vous pouvez importer beaucoup moins cher. Et donc, l'intérêt, c'est pas énorme. Sauf que vous vraiment faites des produits de niche, faites des produits de spécialité qui est très haut de gamme, qui voilà protégé localement, peut-être qu'il y a plus de chances. Donc, pour moi, ça va être très, très challenging pour le faire. Bon, merci pour la présentation. J'ai une question. En fait, on voit bien un nombre augmenté des diabétiques en Chine. Donc, du coup, j'ai remarqué pour certaines marques de produits laitiers, ils ont sorti des produits à zéro sucre. Donc, pour vous, quelle est la tendance pour ce type de produit? Ouais. Très, très, très bonne question. En Chine, 1 sur 10 qui tous pas ce problème. Hein? Les obèses aussi également, c'est un problème qu'aujourd'hui, on le voit bien, mais on ne parle pas beaucoup et peut-être ce n'est pas encore dans avec suffisamment d'intention. Et effectivement, si vous regardez tout l'ensemble des produits laitiers existants dans le marché, c'est toujours sucré, sucré, sucré. Hein? En Chine, c'est très difficile de trouver un yaourt sans sucre. Contrairement, c'est que nous, on voit bien en France. Bon, malheureusement, aujourd'hui, tous ces grands laitiers, c'est eux qui ont beaucoup d'argent, qui détiennent les médias, qui détiennent tout ça. Et les Chinois sont encore, aiment bien toujours le sucre. Hein, aiment bien. Donc, mais un jour, je pense que le consommateur, il va de plus en plus avoir compris ce mécanisme. Il faut réduire le sucre, le sel, l'huile, la consommation. Et ça va arriver. Donc, tous nos produits européens vont de plus en plus appréciés, je pense. On a encore ici 2 questions, une en ligne et ensuite une ici en salle à Shanghai. Donc en ligne, on nous a posé la question, y a-t-il des mesures sanitaires sur les produits importés pour contrôler les imports suite au Covid et scandale sur un industriel dans le secteur de la glace? Jean-Marc, tu réponds ou je réponds?
Non, j'ai pas d'informations moi sur les Alors, mesures sur sur le Covid. peut-être sur ce sujet-ci, je vais répondre. Alors, pas seulement sur les glaces d'ailleurs, mais vous savez, en tout cas, les importateurs, exportateurs savent que les autorités chinoises ont mis depuis juin 2020 et la résurgence du Covid à Xinfadi, le marché de gros, pardon, à Shanghai, des mesures d'intensité croissante sur les produits importés, de tests Covid, de désinfection, etc. Et donc, ces mesures vont croissantes. Elles ont été étendues mi-février à l'ensemble des produits alimentaires importés, pas uniquement sous chaîne de froid, oui, puisqu'au début, elles portaient sur tous les produits sous chaîne de froid, dont les glaces font partie, bien entendu, mais également tout ce qui était bien, la viande congelée, par exemple, ou les fruits et légumes importés sous chaîne de froid, les produits laitiers sensibles, beurre, fromage, etc. Et donc, la glace était concernée et elles ont vraiment été d'intensité croissante et elles ont posé, elles nous ont comment dire, beaucoup mobilisés, disons, pour justement essayer de restreindre au maximum ces mesures pour les procédures qu'elles impliquaient et les coûts qu'elles impliquaient aux exportateurs qui, bien entendu, à la fin du fin, se retrouvaient à les supporter. Il n'empêche qu'elles se sont poursuivies et les autorités n'ont cessé de les accumuler. Et c'est un problème qui reste d'actualité et qui est certainement un point assez insatisfaisant dans les échanges qu'ont les pays exportateurs. Hein, bien entendu, tous les pays exportateurs sont concernés avec les autorités chinoises. Pour l'instant, c'est la situation actuelle et la glace est concernée, mais la glace est concernée comme tous les produits sont concernés. C'est très, très contraignant. Je pense que cette année, c'est encore va être très difficile parce que tous les produits importés, même nous, on utilisait dans l'usine, tous les produits arrivés, il faut désinfecter, tous les personnels, aujourd'hui, on a tout pris la vaccin. Et dans les restaurants, par exemple, nous, on fournit des produits au McDo et au KFC. Et dans le magasin, l'autorité impose des matières premières locales et matières importées, il faut séparer. Comment vous pouvez un petit boutique, un stockage tellement petit pour séparer? Après tous les jours, les personnels, il faut être vérifié, traité. Donc, il y a vraiment... ils sont poussés à l'extrême hein, pour un peu diminuer la responsabilité et les contrôles. Mais je pense, bon, après, quand on arrive au printemps, ou l'été, peut-être ça va mieux. Ouais, pour l'instant, très difficile. Je précise d'ailleurs que l'un des arguments que les pays exportateurs, les autorités des pays exportateurs comme nous, comme l'Union européenne, mettent en avant pour s'opposer à ces mesures, c'est qu'elles ne reposent sur absolument aucune preuve scientifique d'une transmission du Covid-19 par les aliments ou par les emballages. Il n'y a pas de preuve du contraire non plus. Hein. Il n'y a pas ce risque de transmission n'a pas été complètement exclu, mais il n'a jamais été prouvé. Et en l'absence d'une preuve, et pourtant la Chine a réalisé des quinzaines de millions, je crois, de tests sur les aliments importés, il n'y a eu que quelques dizaines de cas positifs, de traces de virus, même pas de virus vivant lui-même. Et entre le fait de trouver du virus et le fait qu'il soit contaminant, il y a une grande marge de manœuvre. Donc c'est un point de désaccord et qui est soulevé notamment dans les comités SPS de l'OMC entre les autorités chinoises d'une part et ses partenaires commerciaux, et c'est quelque chose sur lequel il convient de maintenir une très forte opposition parce que vous le savez, enfin les importateurs et les exportateurs parmi vous le savent, c'est quelque chose de contraignant, de long et de coûteux. Merci François. On a encore une dernière question ici. Oui, bonjour, Murtaza Damji de la société Danone. Merci pour les explications et les différentes inputs. De par les présentations, on a vu certains éléments liés aux opportunités à la croissance du marché. J'aurais aimé peut-être avoir une vision sur les risques liés au marché,
et notamment certaines tendances liées au végétal, etc. Et est-ce que ça représente un risque court terme, moyen terme au niveau de la Chine par rapport aux tendances qu'on voit aujourd'hui sur le marché? Donc je voudrais avoir quelques feedbacks sur ce point-là. Ah, substituts végétaux. Ah oui, oui. Je pense depuis le lancement de comme des biens mythes ou les produits qui est lancé, effectivement, ça attire beaucoup l'intention. On parlait beaucoup. Mais par contre, sur la réalisation, il y a deux problèmes. Il y a un problème, c'est que dedans, on a utilisé beaucoup plus d'additifs pour réaliser un produit comme ça. Donc, c'est contrairement, c'est qu'on veut se dire que si on va être végétaux, on voudrait plus sain, plus healthy ingrédients. Mais souvent, dans un substitut, on voit beaucoup plus d'additifs dedans. Et deuxièmement, c'est pas bon. C'est pas bon. Et pour les Chinois, un produit aliment, c'est pas bon, c'est un problème, c'est un gros problème. C'est voilà, c'est un Chinois, bon, il m'achète une fois et si c'est pas bon, c'est ça. Donc, je pense que tendance, il est pas mal, mais il va relativement long à le faire. Hein. Et deuxièmement, comme on parlait tout à l'heure, si vous dites qu'il y a certaines fonctionnalités, hein, par exemple, ça diminue l'obésité, ça diminue les problèmes diabétiques ou quelque chose comme ça, peut-être que si vous avez un positionnement qui est beaucoup plus fort, important, peut-être qu'il y a plus de chances. Mais sinon, en général, moi, j'ai plus un petit. C'est bon à suivre, mais difficile à réaliser pour l'instant. Voilà, est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Bonjour, j'ai une question pour la personne qui a fait la première présentation. Alors, je m'excuse si la question pourra sembler banale, mais comme je suis juriste, mes connaissances et ma compréhension de l'économie est par définition limitée. Néanmoins, j'ai cru comprendre que la Chine était en train de pousser, de remoderniser son secteur productif laitier et en même temps de pousser la consommation de produits laitiers. Et ensuite, j'ai aussi cru comprendre que ce phénomène finira par augmenter la consommation et que cette augmentation de consommation finira par favoriser plus les importateurs que non les producteurs locaux. Et je voudrais savoir quel est donc l'intérêt de la Chine de pousser autant la consommation plutôt que de se limiter à aider ces producteurs chinois de la filière laitière. Merci. Oui, merci pour la question. Alors, en fait, rien n'est décidé. Enfin, je veux dire, on ne connaît pas encore l'avenir. Ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en effet, la Chine, mais c'est aussi été dit par les Reping, c'est que les autorités chinoises cherchent à augmenter la consommation de produits laitiers qui aujourd'hui était un tiers de la consommation moyenne mondiale et donc à peu près 10% de la consommation française, et pour des raisons nutritionnelles et autres, mais aussi peut-être pour des raisons économiques, c'est-à-dire booster le secteur laitier national. Après, toute la question justement de savoir, c'est est-ce que cette augmentation de consommation va plus bénéficier aux exportateurs qu'au secteur local. Pour l'instant, rien ne permet de le dire. Mais selon certaines estimations donc, qui ont été montrées, il se trouve que même si le secteur local va beaucoup en profiter, puisque la production locale de produits laitiers va de produits laitiers et de lait va augmenter, il se pourrait également que les importations augmentent. Donc, on ne sait pas. C'est une très bonne question. Mais de toute façon, le secteur laitier local va en profiter de toute manière. Et deuxième chose que je voudrais dire, c'est que quand on dit importation, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises chinoises qui se sont implantées à l'étranger. Parce que je n'ai pas développé ce point-là, mais vous avez Yili, Mengniu, même Ferreux au Canada. Beaucoup d'industriels chinois ont racheté des fermes, ont racheté des entreprises et se sont implantés aussi à l'étranger. Alors bien sûr, ça va bénéficier au lait étranger, mais ça bénéficiera aussi à la valeur ajoutée ira aussi dans les entreprises chinoises qui ont investi à l'étranger. Donc quand on dit importation, il s'agit de lait étranger, mais les entreprises
qui transforment et qui exportent sont aussi, pour une bonne part, des entreprises chinoises, notamment pour les poudres de lait infantile. Il y avait un consultant qui avait donné un chiffre, alors je le reprends, je ne sais pas comment il l'a eu, mais il disait qu'à peu près 50% des poudres de lait qui étaient importées provenaient d'entreprises chinoises, qui étaient implantées à l'étranger. Donc, il faut aussi voir ça. C'est-à-dire que la Chine joue aussi sur l'import, dans le sens où, comme un produit importé a bénéficié longtemps et peut-être bénéficié encore d'une prime, d'un premium, je dirais, à la qualité, beaucoup d'industriels chinois investissent à l'étranger et réexportent. Enfin, dernière fois que j'étais en Chine, j'ai vu du beurre Mengniu qui était fabriqué en Nouvelle-Zélande. C'était du beurre de la marque Mengniu, mais fabriqué en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, c'est du beurre importé, mais fabriqué par je dirais, par du lait étranger, mais par des entreprises chinoises. Donc il faut aussi voir ça derrière. Et donc pour résumer, en effet, il y a une incitation à la consommation qui devrait de toute manière bénéficier aux entreprises locales. En plus, mais qui devrait aussi bénéficier aux exportateurs, d'autant plus que ces importations devraient peut-être se focaliser de plus en plus sur le beurre, la crème et le fromage, des produits qui sont encore relativement peu fabriqués en Chine. Maintenant, il y a aussi une volonté, comme je l'avais montré dans mon exposé dans le plan du Rebay, des subventions pour installer, pour créer des entreprises qui fabriquent du beurre, pour des entreprises qui fabriquent du fromage. Il y a des subventions pour ça en Chine. Donc il y a aussi une volonté d'essayer d'entrer sur ce marché. Alors le fromage, ça a déjà été expliqué, mais peut-être le beurre aussi, la crème aussi, pour essayer de on va dire, prendre des parts aux importations. Mais de toute manière, il paraît évident qu'au moins sur les 5 à 10 prochaines années, que cette hausse de la consommation voulue par les autorités chinoises bénéficiera aussi bien aux exportateurs qu'aux entreprises chinoises. Après 15 ans ou 20 ans, à voir si en effet les entreprises chinoises ne vont pas prendre le pas sur les importations. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que c'était très clair. Alors, simplement un petit commentaire de ma part, parce que je le vois pas mal sur les projets, mais je pense que c'était vu aussi dans votre présentation, Jean-Marc. Il y a une véritable question des coûts de production en Chine et un coût qui est quand même primordial aujourd'hui, c'est le coût du foncier. Il n'y a pas tellement de terres et de terrains disponibles. Lorsqu'on a des projets qui veulent être faits en cours, c'est très difficile de trouver le bon terrain et on ne peut pas les avoir tellement près des villes pour des questions de sécurité sanitaire, parce qu'il y a aussi des normes, on ne peut pas les mettre à côté. Il y a beaucoup d'usines de transformation qui ont été déplacées, des fermes qui doivent être aussi très loin. Il y a des problèmes éventuellement liés au rejet avec une réglementation qui est très lourde. Donc cette problématique effectivement, ou cette question, on va dire, des groupes chinois qui sont à l'étranger pour faire de l'importation va rester d'actualité et quel que soit finalement, j'ai envie de dire peut-être à 15 ans, mais peut-être au-delà, puisqu'encore une fois, la pression sur le foncier est très forte. On a encore une question qui a été posée en ligne. Donc, le plus gros des ventes de lait étant liquide et yaourt, relativement sensible aux écarts de température, quel est votre ressenti sur la fiabilité de la chaîne du froid dans les circuits de distribution traditionnels modernes en ligne? Est-ce un point de vulnérabilité à suivre? Alors, est-ce que c'est une vulnérabilité ou pas? Oui, même aujourd'hui, les produits congelés, ça s'est envoyé par online. Hein, c'est donc et souvent, hein, aujourd'hui, de plus en plus, online sales, ils sont mis un rule pour dire que les l'envoi des produits, il faut dépasser 48 heures. Hein. Et donc, il met certaines précautions, ice carbon, tous ces genres de protection. Et dès que tu reçus, il faut consommer tout de suite. Et d'ailleurs, il y a un des marques très connues, il s'appelle Pure, les yaourts très haut de gamme, un petit verre, ça se vend de Vanien, ça se vend très fortement en Chine. Donc, et il y a beaucoup de business aujourd'hui basé sur ultra frais, ça se développe très vite. Donc, ça, c'est une côté qu'on voit bien la online sales en Chine, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort que l'Europe.
C'est très important. Et d'ailleurs, moi, j'ai ajouté un mot sur la dernière question que vous avez commentée. Je pense l'ensemble de Chine aujourd'hui sur le secteur agricole, je pense que ça va dépendre de plus en plus d'importations. Parce que la terre, il est limitée, la terre, elle est chère, les main-d'œuvre, il est cher, et les productivités, ce n'est pas aussi haut. Et si pour avoir productivité, souvent, ils mettent beaucoup plus d'engrais, beaucoup plus de produits chimiques. Et donc, ça, les consommateurs, ils vont comprendre. Dit que, bon, à l'étranger, on a quelque chose beaucoup moins cher et beaucoup plus sain. Et pourquoi pas en importer? Donc, je pense que la production, l'ensemble production laitière en Chine, il va stagner ici. Et surtout entre l'industrie laitière et l'élevage. Il n'y a pas un fort mécanisme comme nous en France ou en Europe qui a vraiment une forte balance et une forte association ensemble. On est d'accord toujours les prix. Mais en Chine, c'est dès que va trop lait, on met le prix le plus bas possible dès qu'on n'a pas augmenté. Et ça, c'est pas très simple pour l'élevage. Donc, c'est impossible. On voit bien, les 10 dernières années, la tête de vache n'a pas augmenté. Très bien. Écoutez, je pense qu'on a... Oui, encore une question? Alors, oui, allez-y. Yann Venarous de PCM. En fait, on fournit des équipements pour les laitiers, donc principalement Mengniu, Yili, etc. Et donc, on a noté sur les 3 dernières années un changement complètement du niveau de fourniture et une demande, même les constructions vont vers ce qu'ils appellent l'aseptique, même si c'est un vaste débat. Et donc, pour produire des produits à longue durée de vie, extended shelf life, et c'est vraiment une tendance forte. Et donc, nous, techniquement, on a du mal à suivre parce qu'il faut qu'on génère des solutions techniques derrière. Et donc, c'est vraiment un point très important qui a complètement changé. Merci. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas à Shanghai, a priori, il n'y en a pas. En ligne, j'en ai pas eu. Je ne sais pas si à Pékin, il n'y en a pas. François, tu peux faire un point d'actualité, peut-être si... Bien oui, bref point d'actualité. Alors, dans le contexte sanitaire actuel, il y a un point qui va être très rapide, c'est celui des visites. Autant vous dire que les visites passées ou les visites futures, elles ont été très réduites et inexistantes. Et je ne m'avancerai pas à consulter une boule de cristal pour vous dire quand elles reprendront, mais sans grand risque de se tromper, on peut pas avancer qu'elles ne reprendront pas avant le second semestre 2021. Bien. Cela n'empêche pas la relation bilatérale de s'être poursuivie. Et pour me limiter aux seuls exemples qui ont un impact sur le secteur agricole, il y a eu un certain nombre d'entretiens au niveau ministériel, voire même au niveau présidentiel. En fait, il y a un entretien aujourd'hui même entre les 2 présidents de la République, le président Macron et le président Xi Jinping, qui doit se tenir et qui fait suite à l'entretien qu'ils avaient eu en début d'année 2021. Entretien qui avait d'ailleurs été de pair avec l'entretien entre le ministre de l'économie Bruno Le Maire et le vice-premier ministre Hu Chunhua, pardon. Et pour débattre de tout un ensemble de questions, y compris les questions agricoles, et je reviendrai ensuite sur ce point-ci. Il y a eu également 2 entretiens dans le domaine spécifique de l'agriculture, lorsque, juste avant le Nouvel An chinois, le ministre de l'Agriculture français, Julien Denormandie, a eu une visio avec son homologue, le nouveau ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales chinois, M. Tang Renjian, et également avec le ministre des douanes chinoises, dans la mesure où les douanes chinoises sont responsables de toute la réglementation et l'application de cette réglementation des ouvertures de marché et de l'autorisation des produits importés et de l'agrément des établissements exportateurs. Et donc, c'est un interlocuteur, bien entendu, privilégié pour l'accès au marché.
Donc deux entretiens entre les ministres le ministre de l'Agriculture et son homologue de l'Agriculture et des Douanes, deux entretiens présidentiels depuis le début 2021 et un entretien du ministre de l'Économie. Ça fait en 2 mois quand même une densité assez forte qui traduit justement la densité de cette relation bilatérale. Alors sur les autres activités, eh bien, à l'image de tout notre fonctionnement et de cette séance d'aujourd'hui, eh bien, nous passons systématiquement par des entretiens en ligne et par des webinaires, et donc c'est ce qui est prévu pour toutes les activités de coopération, d'échange, etc. pour les mois à venir. Et par ailleurs, une autre dimension importante de la présence française en Chine, ce sont la participation à des salons. Alors, salons qui restent compliqués par l'impossibilité de se rendre en Chine, mais où, par rapport à l'année passée, il y aura quand même plusieurs salons qui sont prévus d'ici, pour ne parler que de la fin du premier semestre. Début avril, il y aura le salon Tangzhehui des vins et spiritueux à Chengdu, sur lequel il y aura un pavillon Business France. Dans mai, il y aura le SIAL Shanghai, où le pavillon France sera tenu par Sopexa. Et par ailleurs, Business France monte un pavillon France également pour la foire de Hainan, qui doit se tenir en avril de mémoire ou en mai, et qui est orienté sur les produits de consommation, y compris les produits alimentaires et les produits de duty free. Et c'est une activité pour laquelle Business France a envoyé des invitations et des invitations à participer. Donc, une activité qui reprend en Chine, si j'ose dire, par rapport à un grand nombre d'autres zones dans le monde, et dans lequel eh bien, les activités sont particulièrement chargées, et qui permet d'avancer sur les dossiers que nous avons, les dossiers franco-chinois que nous avons, et notamment celui qui nous a occupé beaucoup en 2020 et dont on peut espérer qu'il se conclue à une prochaine échéance, c'est la reconnaissance par la Chine du bénéfice du zonage dans le secteur porcin. Zonage, vous le savez, ça consiste à permettre de maintenir les exportations dans un pays qui est touché par une maladie. Prenons l'exemple de la peste porcine africaine, puisque c'est celui-ci qui est négocié. Eh bien, si la peste porcine africaine survenait en France actuellement, toutes les exportations de viande porcine et de produits porcins, d'ailleurs, y compris la charcuterie, seraient bloquées pour l'ensemble de la France. Et le fait que le zonage soit reconnu par les autorités chinoises permettrait que si la peste porcine survenait dans le nord du pays, eh bien, les exportations à partir de Bretagne pourraient se poursuivre. Donc, bien entendu, c'est un enjeu important, et l'exemple allemand le montre bien, où l'émergence de la peste porcine africaine en Allemagne, dans l'est de l'Allemagne, du côté de la frontière polonaise, eh bien, a entraîné l'arrêt des exportations, de toutes les exportations allemandes, et ça se montait à 400 000 tonnes de mémoire en 2020. Donc, ça a été extrêmement brutal. Donc, c'est un très gros enjeu pour nous, sur lequel nous travaillons, et nous espérons que les divers entretiens, justement, qui font suite au travail technique qui a été conduit en 2020 et 2021, vont permettre d'aboutir sur ce dossier. Voilà, c'est essentiellement ce que je voulais dire. Mais peut-être, puisque nous avons parlé de consommation et nous avons commencé à toucher la question de l'e-commerce, Alban, tu voudras peut-être faire un petit teasing pour la prochaine réunion du Club Agro? Oui, a priori, la prochaine réunion aura lieu donc le 1er avril, et on vous présentera donc des informations en matière d'e-commerce sur le marché chinois. On reviendra là-dessus, mais voilà. En tout cas, sachez que tout est déjà programmé et que vous êtes plus que les bienvenus à vous joindre à nous. Voilà, écoutez, merci à tous pour votre participation. Merci aux personnes qui sont en ligne, parce qu'elles étaient beaucoup plus nombreuses que les personnes présentes à Shanghai et à Pékin. J'espère que tout était clair pour vous. Et merci énormément à nos deux intervenants et à François pour leur participation et pour leur présentation très intéressante. Voilà, merci à tous. Au revoir. Au revoir.